Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène au Conseil de sécurité pour revenir sur la résolution qui a été votée par les 15 membres du Conseil de sécurité lundi dernier. Cette résolution appelait un cessez-le-feu immédiat, une libération de l'ensemble des otages détenus par le Hamas, en échange évidemment d'un arrêt des hostilités de la part de l'État d'Israël. Il faut savoir que depuis le 7 octobre dernier, on est déjà à près de 4-5 mois, voire même 6 mois, que la bande de Gaza est régulièrement pilonnée. Et donc la partie sud, c'est-à-dire la partie à la frontière avec l'Égypte, fait l'objet d'une préparation d'une attaque au sol par les troupes de Tsahal sur, évidemment, à la demande de Benjamin Netanyahou, qui estime que c'est la dernière poche dans laquelle on peut encore trouver quelques résistants du Hamas. Et les inquiétudes de la communauté internationale sont d'autant plus fortes qu'il y a environ 1,5 million de personnes là qui sont confinées tout autour de l'hôpital Al-Shifa, qui fait l'objet déjà d'un début d'opération au sol de la part des troupes d'Israël qui ont expliqué qu'ils ont tué une centaine de combattants du Hamas et après avoir, toujours selon leur terme, arrêté près de 500 personnes. Alors, évidemment, cette résolution qui était attendue par l'ensemble de la communauté internationale, on l'a dit, la situation humanitaire est catastrophique dans la bande de Gaza. On estime, et ça ce sont les Nations Unies qui le disent, qu'il y a un risque imminent de famine. Il y a près d'1,5 million de personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, qui souffrent déjà des effets liés à l'absence de nourriture, de la situation sanitaire qui est catastrophique. Il faut savoir que sur les 11 hôpitaux qui existaient dans la bande de Gaza, il n'en reste que 2 ou 3 qui sont fonctionnels, et même ceux que l'on considère comme étant fonctionnels travaillent dans des conditions totalement inhumaines. L'UNRWA, qui est le Fonds des Nations Unies qui vient en aide aux populations de Gaza, qui avait fait l'objet d'une suspension de fonds de la part de pays occidentaux durant environ 2 mois. Ces derniers ont recommencé à financer l'UNRWA. Malheureusement, il y a un problème pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire à Gaza. La voie principale qui serait la mieux indiquée, c'est celle de la voie c'est la voie terrestre qui est malheureusement bloquée par certains manifestants israéliens qui estiment que acheminer de l'aide humanitaire, c'est donner de la nourriture au Hamas. Il faut savoir que par voie maritime, il y a eu un premier navire humanitaire qui est parti de Chypre et qui a accosté sur les plages de la bande de Gaza grâce à un port de fortune qui avait été construit par les Américains, mais évidemment c'est très peu d'aide humanitaire qui avait été acheminée d'environ 38 tonnes. 38 tonnes, c'est à peu près 1 ou 2 jours maximum d'aide humanitaire pour les 1,5 million voire 1,6 million de Palestiniens ou de Gazaouis qui sont pris au piège là dans la bande de Gaza. Alors malheureusement aussi, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent bien, c'est que cette résolution qui a été votée par le Conseil des Nations Unies, il faut savoir qu'il y a 15 membres. Et sur les 15 membres, il y a 14 membres qui ont voté pour. Et il y a un membre qui s'est abstenu, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, il faut savoir que c'est la 4e résolution qui avait été déposée sur la table des Nations Unies. Les États-Unis en avaient déposé 2, la Chine 1, la Russie 1. Il faut savoir que toutes les 4 premières résolutions avaient été bloquées par... Les 2 résolutions américaines avaient été bloquées par les vétos russes et chinois. La résolution américaine et la résolution russe avaient été bloquées par le veto américain. Et donc, on avait l'impression d'être dans un espace d'impasse diplomatique. Maintenant, la résolution est passée, donc elle appelle à un cessez-le-feu immédiat, donc à un arrêt des hostilités de l'armée israélienne. Et en échange, cette résolution aussi appelle le Hamas à libérer la totalité des otages encore en sa possession. Alors, bien entendu, la plupart des pays ont été unanimes, ils ont salué cette résolution, y compris le Hamas, mais Israël a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était contre parce que cette résolution, en quelque sorte, allait permettre au Hamas de pouvoir se régénérer, se reconstruire, et donc le Hamas allait pouvoir se mettre en position de pouvoir représenter encore une menace pour Israël. Et donc pour les
pour Benyamin Netanyahou, son gouvernement, il est absolument intolérable que cette réalité puisse subsister. Donc, Benyamin Netanyahou, par contre, veut continuer contre l'avis de ses alliés occidentaux, européens, américains. Et Benyamin Netanyahou veut continuer évidemment son offensive sur Gaza. Et Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, l'a fait savoir que pour les Israéliens, ils ont le devoir moral de continuer la guerre. Et donc, pour eux, rien ni personne ne pourrait les en empêcher, dixit. Donc, il faut bien comprendre que même les Américains, si les Américains se sont abstenus, cela n'empêchera pas l'Israël de continuer à son opération militaire. Et là, on revient sur la réalité du droit international. Le droit international est un droit actuellement qui est véritablement favorable à un certain nombre d'États. Et Israël est l'un des grands bénéficiaires, si tu veux, de ce système actuellement. Il faut savoir que la résolution actuelle, les Nations Unies n'ont pas la capacité de pouvoir la rendre contraignante. Pour qu'elle soit contraignante, c'est-à-dire pour qu'on puisse obliger l'État d'Israël à pouvoir mettre en pratique cette résolution, il faudrait reconvoquer une nouvelle séance du Conseil de sécurité et passer de nouveau à un vote pour voter les sanctions. Et là, on risquera forcément de se buter au veto américain, au veto européen, britannique et français, qui sont des alliés incontournables d'Israël et qui, de ce fait, risqueraient donc de bloquer un nouveau vote. Et donc, par conséquent, la possibilité qu'il y ait des sanctions, soit contre l'État d'Israël, soit contre certaines personnalités, que ce soit Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant ou d'autres personnalités extrémistes qui sont dans son gouvernement, la probabilité qu'il y ait des sanctions contre eux est extrêmement mince. Et pour l'État d'Israël, ce n'est pas nouveau non plus. Il faut savoir que depuis 1948, Israël est le pays au monde qui a eu le plus grand nombre de résolutions votées aux Nations Unies. Mais depuis lors, elle n'a quasiment jamais appliqué aucune de ces résolutions. Et même un autre chiffre est assez éloquent. Rien qu'en l'année 2022, on est en pleine guerre Russie-Ukraine. En 2022, Israël a fait l'objet de 15 résolutions. D'accord ? Alors que la Russie, dans le même temps, qui est accusé de violer le droit international, avait fait l'objet que de 6 résolutions. Donc, près du double pour Israël. Et donc, dans cette situation-là, évidemment, les Israéliens savent que rien dans le mécanisme du droit international actuellement ou dans le mécanisme de la diplomatie pourrait les obliger à mettre en pratique cette résolution-là. On sait déjà que les Américains ils sont obligés de s'abstenir parce qu'il y a à la fois le dilemme lié aux échéances électorales qui arrivent pour Joe Biden. Il ne peut plus il ne peut plus conserver l'attitude durant laquelle il avait toujours apporté un soutien inconditionnel et indéfectible à Israël parce que ça risque de se retourner contre lui en novembre prochain. Il a besoin de certaines voix dans certains États, notamment les voix des minorités musulmanes. Et donc, il est obligé de lâcher du lest. Et on l'a vu déjà, on le sait par un certain nombre de rapports, notamment de la CIA, où on a vu une diminution du nombre de munitions qui ont été envoyées par les États-Unis à Israël. Donc, c'est déjà une première façon pour Joe Biden pour essayer de mettre la pression sur Benyamin Netanyahou, mais même si jusqu'à présent, il reste totalement sourd à la fois les demandes de Joe Biden à aller acter un cessez-le-feu, les demandes à aller vers des négociations afin d'obtenir la libération des otages. Pour Benyamin Netanyahou, il sait que ce cessez-le-feu risque de devenir un arrêt des hostilités permanentes et donc à partir de là la fin de la guerre et par conséquent maintenant c'est son avenir politique qui serait en jeu et l'avenir de sa coalition qui est une coalition la plus à droite et la plus extrémiste de toute l'histoire d'Israël. Donc face à cela, il y a un certain nombre de situations qui font que d'un point de vue de politique intérieure et par rapport à l'avenir qui est le sien, on sait que Benyamin Netanyahou essaye de retarder au maximum cette échéance-là de la fin de la guerre parce qu'il ne veut pas, il sait qu'il n'est pas en position de pouvoir sortir politiquement indemne de cette catastrophe que représente le 7 octobre, désormais dans le collectif, dans l'inconscient collectif des Israéliens. Et par conséquent, donc, pour lui, la seule façon de limiter la casse, c'est de transformer cette offensive-là en une vespère de victoire sur le terrain qu'il brandirait et qu'il essaierait de transformer comme une espèce de victoire politique et il essaierait encore d'en tirer parti pour espérer rester encore au pouvoir. Mais même là, c'est-à-dire que la marge de manœuvre est tellement infime
qu'il y a peu de chances, il est peu probable que cela puisse arriver. Mais comme c'est quelqu'un qui a su se faufiler dans l'histoire de la politique israélienne, donc il se dit qu'il a encore la capacité de le faire et donc il utilise tous les moyens à sa disposition. Et donc pour lui, l'armée est le moyen dont il dispose, le seul moyen actuellement, puisque politiquement, il n'a plus véritablement la main sur l'opinion publique israélienne. La plupart des Israéliens sont retournés contre lui. Ils lui reprochent non seulement la responsabilité des événements du 7 octobre, mais aussi d'autres événements avant. On se rappelle sa tentative de vouloir modifier la Constitution pour limiter les pouvoirs de la Cour suprême et donc essayer d'instrumentaliser la justice. Donc tout ça plane encore et donc il sait qu'en l'état actuel, son avenir est politique et hautement menacé. Mais il sait aussi que cette résolution, évidemment, même si c'est un mauvais coup politique, et c'est la raison pour laquelle il a annulé le déplacement d'une délégation israélienne qui devait se rendre à la Maison-Blanche pour montrer son mécontentement, n'empêche qu'il sait qu'il ne craint rien de la part de la communauté internationale. Il sait qu'il sera protégé et défendu par les Occidentaux. Et donc, évidemment, pour le Hamas, pour l'autorité palestinienne, pour les pays qui appellent à un arrêt des hostilités, d'un point de vue politique et diplomatique, c'est une avancée. Mais sur le terrain, ça ne va absolument rien changer. Jean-Paul, le Togo, on a modifié la Constitution. Oui, le Togo va passer à la 5e République. Il va passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Il faut quand même reconnaître que dans les pays africains francophones, ce serait une première. Il faut savoir qu'après les indépendances, la plupart des pays qui s'étaient alignés sur la Constitution de 1958 en France avaient adopté au départ un régime parlementaire. Mais souvent, les oppositions entre les hommes politiques liés à leur ego avaient fait que beaucoup de pays avaient donc basculé vers d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Alors, pour le cas du Togo, le régime parlementaire, on doit retenir deux choses. C'est que premièrement, le président ne serait plus élu au suffrage universel direct. Il sera élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par le biais des députés. Et la deuxième chose, c'est que le président n'aura plus le rôle d'assurer la gestion du pays. Ce n'est pas lui qui va diriger l'exécutif en réalité. Maintenant, ce rôle d'exécutif est transféré au Premier ministre qui va diriger un conseil de gouvernement. Donc ce format-là n'est pas en soi nouveau. Ça existe en Europe. Ça existe en Europe. L'Italie en est un bon exemple. Les pays scandinaves et certains pays baltes. Vous prenez la République tchèque, vous prenez la Hongrie, les anciennes républiques soviétiques, les pays baltes là, donc avec la Pologne. Donc dans tous ces pays-là, en réalité, le poste de président de la République, c'est un poste honorifique. Même si lui, dans ces pays-là, il reste élu au suffrage universel direct, comme je l'ai dit dans ces pays-là. En Israël, par exemple, le Premier ministre est élu par le président de la République est aussi élu au suffrage universel indirect par les députés. Et donc, mais lui aussi, il a un rôle honorifique. Donc, c'est un peu vers ça que on va basculer. Maintenant, reste à savoir, dans cette 5e République-là, est-ce que Faure Gnassingbé sera en lice? Je pense que constitutionnellement ou juridiquement, il aura le droit, puisqu'on bascule dans une nouvelle République, il aura donc le droit de se proposer comme étant candidat. Mais on voit derrière qu'il fait face à un problème de légitimité. Parce que si l'opposition continue à se restructurer et parvient à désigner un candidat unique, eh ben c'est ce candidat-là qui va l'emporter. On l'a vu dans la plupart des pays, et dernièrement encore au Sénégal, on l'a vu que dès que l'opposition... il ne faut pas oublier que Bassirou Diomaye Faye, dès le départ, avait bénéficié de soutien de beaucoup de partis de l'opposition, le PSD de Karim Wade. Puis, pendant la campagne, il y avait eu 7 candidats sur les 19 qui avaient retiré leur candidature pour se positionner derrière Bassirou Diomaye Faye. Donc, on le voit que les présidents qui sont au pouvoir aujourd'hui ont du mal maintenant à faire face à une opposition lorsque celle-ci est unie. Durant les 30 premières années qui ont suivi les événements de 90, les pouvoirs en place ont tout fait pour diviser les oppositions. C'est pour ça qu'on assistait à une pléthore de candidatures. Maintenant, les opposants ont compris que pour véritablement déloger
celui qui ne veut pas quitter le pouvoir, c'est de se fédérer, c'est de mutualiser leurs efforts et de présenter un candidat unique. Et donc Faure Gnassingbé, de mon point de vue, il a vu cette menace-là, et il n'y a pas que lui, hein. On se rappelle lors de la dernière élection présidentielle au Gabon, on a modifié le code électoral pour que le président, que ce soit un ticket député-président qui soit mis en avant. C'est-à-dire qu'on fait éclater la légitimité du président et on la transmet au député. Donc c'est le député qui, de par sa légitimité dans sa circonscription, permet indirectement à l'élection du président. On l'a vu que c'était un vrai n'importe quoi, puisque ça n'existe jamais. Ce style de scrutin-là n'a jamais été mis en place quelque part. Mais au Togo, on voit bien que Faure Gnassingbé, il est conscient, qu'il a beaucoup perdu en légitimité et que de plus en plus, sa réélection sera de plus en plus difficile s'il a en plus en face de lui une opposition de plus en plus unie. Et donc, il dit aux Togolais en quelque sorte, puisque c'est mon poste de président que vous voulez, moi je vais le dépouiller. Comme ça, il n'y aura plus aucun intérêt d'un point de vue politique à vouloir l'occuper. Et donc, il serait plus intéressant pour vous d'aller à l'Assemblée nationale, puisque ce sera maintenant l'Assemblée nationale et le Conseil de gouvernement qui auront l'effectivité de la gestion du pays. Et donc, par conséquent, libérez la ligne, quoi. Allez vous battre à cette élection. Et c'est ce qui est intéressant, parce qu'on voit que, par exemple, sur les 113 postes de députés de l'Assemblée nationale togolaise, il y a plus de 2500 candidats. Et donc, pour les oppositions, ça va être encore difficile parce qu'il faudra d'abord avoir la majorité sur des députés et ensuite, il faudra que vous puissiez vous entendre sur un programme qui va vous permettre d'avoir une majorité au Parlement. Donc, ça change encore une fois de plus le fonctionnement, si tu veux, le mode de fonctionnement politique du Togo. Et donc, c'est vrai, pour les oppositions, pour eux, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, certains opposants dont j'ai pu lire les réactions sont pour. Ils estiment que c'est la bonne constitution qu'il faudrait aux Togolais. Et donc, ils ont massivement voté. Maintenant, comme je le dis, reste à voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que Faure Gnassingbé sera candidat à la prochaine élection présidentielle? À partir de là, évidemment, on pourra dire que mon analyse est bonne ou mauvaise. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en musique, on se retrouve juste derrière, restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.